Oups. Voilà, donc je vous remercie. Juste brièvement, je vais me présenter. Donc je vous remercie de m'avoir permis de discuter. On va pas trop donner le choix, mais en tant que gynécologue, la verge n'était pas trop ma spécialité. Donc on va proposer de parler du cancer du sein chez l'homme et juste pour mettre les choses en place. Donc je suis chirurgien gynécologue. Le cancer du sein de l'homme, ça peut prêter à sourire, mais en fait, voilà, vous allez voir que c'est pas si rare que ça. On est amené, notamment dans le cadre de nos surspécialités, nos centres référents, à prendre en charge cette pathologie. Et c'est bien peu de remettre en place ces idées. Alors, je ne vous ai pas trop présenté sous forme de cas cliniques, mais après, on pourra discuter voilà, de manière informelle sur des cas pratiques. Juste pour vous remettre en place un peu la notion de chiffres, le cancer du sein chez l'homme, ça représente à peu près moins de 1% de la totalité des cancers qui sont diagnostiqués. Et quand on prend en compte tous les cancers mammaires, ça représente que 1% des cancers du sein. Alors ces dernières années, on peut avoir eu l'impression d'avoir une augmentation de la fréquence. Quand on reprend un petit peu les chiffres aux USA, ils estiment qu'ils ont à peu près 2000 cas par an, ce qui représenterait à peu près un cas pour 100 000 hommes. Donc on est quand même sur des données qui sont beaucoup moins importantes que la femme. Bon, ça s'explique notamment par l'anatomie. Alors c'est le plus souvent une tumeur primitive et parfois elle peut être diagnostiquée dans le cadre d'un cancer métastatique. Et l'association la plus fréquente, c'est plutôt lié au cancer de la prostate et secondairement lié au cancer du poumon. Alors je vous ai dit, certaines publications avaient dit qu'il pouvait y avoir une augmentation de l'incidence, les chiffres américains rapportaient plus de 20%, et en fait quand on reprend un petit peu les grandes analyses par continent et par territoire, on se rend compte qu'entre les années 75 et les années 2000, il n'y a pas réellement une réelle augmentation de l'incidence. Alors c'est un peu, on va dire, comme le cancer de la femme, sans rentrer dans le débat. On peut avoir aussi une notion de surdiagnostic parce qu'il y a une meilleure information des populations. Et voilà, peut-être que les choses sont mieux quantifiées qu'il y a quelques années, notamment par la mise en place de registres, que ce soit pour les cancers les plus fréquents ou pour les cancers rares. On va en reparler un peu plus loin. Alors juste, nous, on avait regardé, dans le cadre d'une étude globale qu'on avait réalisée avec Gustave Roussy, on avait regardé 2 dates. Alors là, je vous mets les chiffres pour les hommes avec les chiffres pour les femmes. Parce qu'on avait regardé un peu l'incidence du plan cancer. Vous savez que dans le cas du plan cancer, avait été instaurée une notion de seuil pour prendre en charge d'un point de vue de la chirurgie les cancers du sein chez la femme et chez les hommes, c'est-à-dire qu'un établissement pour être habilité à prendre en charge d'un point de vue de la chirurgie un cancer du sein devait avoir un minimum de 30 interventions par an. Alors ça a eu comme incidence de limiter les structures d'accueil de chirurgie. Donc on avait regardé quelle incidence ça avait sur la prise en charge et sur les gestes réalisés chez les femmes. Et donc du coup on a aussi des chiffres pour les hommes. Donc dans l'année 2005, on avait à peu près 460 cas de cancer du sein diagnostiqués en France chez les hommes. Et là, l'année 2012, c'est 528 cas. Donc il y a une légère augmentation. Et en revanche, par contre, ils sont pris en charge dans moins de structures hospitalières. Donc ils sont quand même dirigés le plus souvent dans des centres référents. Et là, je n'ai pas mis la répartition, mais en général, c'est plutôt dans les structures spécialisées type CHU ou centre anticancéreux. Alors là aussi, on avait un petit peu noté la différence en termes d'âge moyen de prise en charge de ces patients, et ça on va y revenir. Autant les patientes qui développent un cancer du sein, bon, on a une courbe qui est assez généralisée à partir de la quarantaine. On a vraiment un pic d'incidence qui se situe entre 50 et 70 ans. C'est pour ça que, notamment en France, les campagnes de dépistage commencent à partir de cette période-là, 50-70 ans. Donc autant chez la femme, l'âge moyen de diagnostic est autour de 60 ans, autant chez les hommes, on est à un âge beaucoup plus tardif de diagnostic de cancer du sein. Et ça, c'est pas spécifique qu'à la France, c'est de manière générale ce qui est rapporté. Le diagnostic est un peu plus tardif. Vous me dites si je vais trop vite. Alors, si on prend des facteurs de risque un peu globaux, alors souvent les séries sont très anciennes de cancer du sein, et je vais revenir sur plusieurs diapos. On a une notion d'hérédité, donc ça c'est un des facteurs les plus importants. On a un contexte de maladie bénigne au niveau des seins, donc chez l'homme c'est essentiellement les phénomènes de gynécomastie qui peuvent être un signe précurseur, on va dire, de dysfonctionnement hormonal qui peuvent amener à un surrisque de cancer du sein.
On a les notions, bon ça c'est un peu commun chez la femme, de notions d'irradiation antérieure, dans le cadre de pathologies antérieures qui peuvent amener un surrisque de cancer du sein. On a des facteurs ethniques, bon ça c'est plus étudié dans les populations du monde, parce qu'en France on n'a pas cette notion-là, mais aux États-Unis on a la notion que c'est plus souvent chez des hommes de race noire. On a ensuite des populations africaines, comme en Égypte, où ce qui ressortait, c'était en Zambie à l'époque, c'est plutôt lié à des parasitoses qui peuvent entraîner un surrisque de cancer du sein. Et après, il y a plutôt des phénomènes comportementaux, l'association à l'alcool, qui se retrouve aussi chez les femmes, même si ce n'est pas le facteur de risque majeur. Et on voit que ça peut entraîner, en fonction du nombre, la quantité d'alcool par jour, ça peut entraîner un surrisque assez important. Alors, une publication parlait aussi d'une notion d'influence virale, mais ça c'est aussi retrouvé chez la femme. On a des liens entre l'Epstein-Barr virus, EBV et cancer du sein, et puis d'autres types de virus, y compris HPV, mais c'est toujours difficile d'expliquer la causalité entre l'infestation virale et le développement d'un cancer, et ensuite d'autres expositions qui sont retrouvées comme facteurs de risque, ne sont pas les plus majeurs. On va reprendre aussi d'autres. Il y a le contexte socio-économique. Les hommes diagnostiqués seraient d'un niveau socio-économique un peu plus important. C'est surtout ce qui ressort de manière majeure, je vais revenir sur la diapositive d'après, la prédisposition génétique. C'est comme chez les femmes. Les gènes les plus fréquents jusqu'alors qui étaient étudiés, c'est BRCA1, mais chez les hommes, ça va être surtout l'influence de BRCA2 qui va être retrouvée comme facteur de risque majeur de cancer du sein. Et ensuite, il y a tout ce qui est dérèglement hormonal. Alors, on n'y pense pas souvent, mais pensez soit aux des problèmes testiculaires, je vais y revenir après, mais surtout au syndrome de Klinefelter. Quand vous avez un diagnostic, soit chez des hommes avec un terrain de gynécomastie, soit chez des hommes avec des syndromes gynoïdes, il faut penser à réaliser dans le cas du bilan un karyotype. Et ensuite, tout ce qui est dérèglement hormonal, et notamment l'hyperprolactinémie, mais en général, c'est plutôt associé à une gynécomastie simple. Alors, tout ce qui est facteur d'hyperestrogénie était repris là dans une publication. Donc, le syndrome Klinefelter, on a un risque relatif de développer un cancer du sein qui est multiplié par 50. Ensuite, les phénomènes de cryptorchidie, et ensuite tout ce qui est facteur de risque d'hyperestrogénie, que sont l'obésité et les problèmes de cirrhose hépatique ou les antécédents de pathologie testiculaire. Alors, pour ce qui est du terrain familial, c'est toujours pareil, il y a ce qui est génétiquement prouvé et ensuite ce qu'on appelle la prédisposition familiale sans gène retrouvé spécifique, on va dire, à l'état actuel de la recherche. Quand vous avez une notion de contexte familial, c'est-à-dire un ou deux antécédents du premier degré ou un antécédent du premier degré et un autre antécédent du second degré, on sait qu'il y a un surrisque de 20% de développer un cancer du sein chez l'homme. Quand on va retrouver un cancer du sein, dans 10% des cas, ça va être lié à une mutation délétère au niveau d'un gène prédisposant. Donc, je vous ai dit, les gènes les plus fréquents, c'est BRCA1 et BRCA2. Juste par curiosité, est-ce que vous savez, dans la population, quelle est l'incidence de mutation de BRCA? En général, quand je ne sais pas, j'ai toujours le même chiffre. Est-ce que vous savez? Oh non, c'est trop. Non, c'est important à savoir quand vous parlez aux patientes, parce qu'elles vont, dès qu'elles ont un diagnostic cancer du sein, ça retombe sur la tête, elles vous demandent toujours, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est génétique, j'ai des enfants, j'ai des filles. C'est combien la population qui est susceptible d'être porteuse du gène BRCA? Tout confondu, on ne va pas rentrer dans le détail BRCA1, BRCA2. Quand on ne se mouille pas, est-ce que vous voulez que je vous parle politique? C'est un peu plus que le score de Jean-François Copé, BIP. Voilà, 5%. C'est 5% en général de prédisposition dans la population générale. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer à la population. Alors, triple négatif, c'est un peu particulier, ça sera légèrement plus, mais quand vous avez à faire un diagnostic cancer du sein chez la femme, il faut bien dire qu'elle a seulement 5%, on a seulement 5% de risque de retrouver un gène prédisposant. Donc, quand on fait le diagnostic chez un homme, le risque est beaucoup plus important. Donc, ça prédispose, quand ils sont porteurs, à 6% de développer un cancer du sein dans la vie, soit 100 fois plus qu'un homme qui ne serait pas porteur. Et on va retrouver cette mutation, suivant les séries, entre 4 et 40% de la population masculine. Donc dès que vous avez un cancer du sein chez l'homme, il faut faire une recherche de BRCA, parce qu'à
À l'heure actuelle, le panel est essentiellement la recherche de BRCA. Après, en fonction du contexte familial, il y a d'autres gènes qui peuvent être associés, notamment des mutations au niveau de PTEN. L'environnement familial, quand il y a des mutations P53, c'est souvent l'association avec des cancers, soit osseux, soit essentiellement des sarcomes. Ensuite, il y a d'autres gènes plus anecdotiques, SHEC2, et plus récemment, PALB2, des mutations à ce niveau-là qui peuvent être associées au cancer du sein chez l'homme. Donc, au fur et à mesure que la recherche génétique avance. Alors, PALB2, ça va devenir un peu aussi quelque chose qui va être systématiquement proposé pour les femmes, parce que c'est un gène qui est considéré presque aussi important que BRCA1, BRCA2. Donc, on a vu un terrain un peu d'hyperœstrogénie relative et surtout mutation à rechercher dans le cas d'un cancer du sein chez l'homme. Alors, les principaux signes du diagnostic. Bon, ce qu'il y a, c'est que la glande mammaire étant relativement peu développée le plus souvent chez l'homme, l'examen est relativement aisé. Donc, ça va être le plus souvent une tuméfaction mammaire. Donc, les chiffres, c'est entre 7 et 40% des cas. Ou une adénopathie axillaire, puisque vous le verrez, le diagnostic est souvent fait à un stade un peu plus tardif. Donc, il y a plutôt une dissémination loco-régionale, puisque je rappelle, le cancer du sein, le mode de dissémination privilégié étant la voie lymphatique plutôt que sanguine. Donc en général, il y a une sorte de continuum entre la glande mammaire puis l'adénopathie axillaire. Pourquoi est-ce qu'il y a une diffusion assez rapide, d'après vous, au niveau des ganglions? C'est des questions hyper simples que je pose. Je rappelle que je suis chirurgien. Hein? J'entends pas en fait en plus. Oui, en fait, c'est ça, entre guillemets, le trajet est plus court, mais on remarque ça chez les femmes. Quand il y a très peu de volume mammaire, les patientes sont très souvent N+, parce que ça diffuse assez rapidement au niveau lymphatique. Donc, comme la glande étant très peu développée, ça explique un peu qu'on ait jusqu'à 50% d'atteinte ganglionnaire. Plus anecdotiquement, il peut y avoir un écoulement mamelonnaire, des petites érosions au niveau mammaire, des douleurs, des ulcérations de la peau quand c'est un peu plus avancé, et bien sûr assez rapidement des fixations, soit au plan superficiel à la peau, soit en plan profond, qui est le muscle pectoral. Attention, je vais mettre des photos. Celle-là, elle est soft, soit c'est une tuméfaction, un nodule mammaire, donc on ne remarque rien, c'est le patient, ce n'est pas toujours évident. On a fait un petit dessin avec le petit feutre, il a un petit nodule qui est un peu excentré par rapport au mamelon. On a l'impression vaguement qu'il y a peut-être une petite rétraction du mamelon, ou un petit épaississement local, mais souvent, ce n'est pas très spécifique, on ne sait pas trop, ça ressemble le plus souvent à une gynécomastie, et même, je dirais là, on a l'impression d'avoir un sein féminin, si ce n'est la pilosité, donc on a peut-être un peu l'impression d'un tableau un peu gynoïde. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se dire, est-ce qu'on est sur une gynécomastie ou est-ce qu'on est sur un cancer du sein? Là, je crois que j'ai mis un peu des photos atroces, on va vite passer dessus. Et on va dire dans les stades négligés, mais qui existent aussi chez la femme, on peut avoir des choses un peu plus horribles avec des nodules de perméation, des ulcérations. Olé, voilà, et on va passer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire la différence entre une gynécomastie et un cancer? Bon, c'est toujours des grandes généralités, mais le plus souvent, ça peut vous aider à orienter le diagnostic. On va dire que la gynécomastie, comme la lésion bénigne chez la femme, c'est plutôt une masse souple versus une masse un peu plus indurée chez l'homme. Ça serait plutôt centré par le mamelon, parce qu'on a une croissance harmonieuse globale de la glande mammaire, donc tout ça est centré par la plaque aréolo-mamelonnaire, alors que pour une tumeur, elle va pouvoir se développer dans n'importe quel cadran du sein, même si le cadran est assez limité. Le plus souvent, il n'y a pas d'atteinte cutanée, puisque ce sont des lésions bénignes, donc il n'y a pas d'œdème autour, il n'y a pas de rétraction des tissus environnants, alors que dans des stades un peu plus avancés, on va pouvoir avoir une lésion cutanée, qui peut être soit juste une ride, soit une rétraction, soit une ulcération, ou des lésions du mamelon, quand la tumeur est très centrale. En général, la gynécomastie, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'adénopathie ou alors elle est vraiment réactionnelle, alors que dans le cas d'un cancer, le plus fréquemment, on a vu jusqu'à 50% des cas, on va avoir une adénopathie. Alors, le traitement d'après vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui arrive avec un nodule mammaire chez l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait comme examen? Est-ce qu'on fait un scanner? Parlez fort. Qu'est-ce qu'on fait comme examen devant une boule au sein? Mammo-écho. Absolument. Mammo-écho. Et après? Ça, c'est pour voir à quoi ça ressemble. Et une biopsie.
Alors, effectivement, il y a une mammographie, mais le plus souvent, elle est de réalisation difficile, mais ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Donc, on les envoie à la mammographie. Le plus souvent, pour bien voir une image tissulaire, on va faire, je suis désolée pour la qualité, ça ne ressort pas bien, on va faire une échographie, et bien sûr, il faut une confirmation histologique. Alors, si c'est une gynécomastie, en principe, le radiologue va être capable de vous dire c'est une gynécomastie, parce que d'un point de vue radiologique, ça va être bien harmonieux, bien régulier, il n'y a pas le cône d'ombre postérieur, c'est plutôt parallèle au plan de la peau, mais de toute façon, dans le moindre doute, vous allez vers un geste invasif. Donc, soit vous avez un anapathe spécialisé en cytologie très expérimenté pour lequel vous avez confiance, vous faites juste une cyto. Mais le plus souvent, on fera une biopsie pour un diagnostic de certitude afin d'avoir la triade clinique, radiologique et histologique. Donc, une fois que vous avez fait le diagnostic, on avance à l'étape suivante. Il faut quand même faire des bilans autres avant de faire des choses un peu invasives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour bien explorer dans la totalité que vous pensiez à une gynécomastie ou à un cancer? Est-ce qu'il y a des examens? On a le droit de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a aucun piège. Qu'est-ce qu'on fait comme examen général, sanguin? Est-ce que vous faites un scanner? Est-ce que vous faites Est-ce qu'on fait des prises de sang? Un bilan hormonal, très bien, ça me suffit pour passer à la diapositive suivante, effectivement. On dose la testostérone, le stradiol, le LH, plutôt le matin, des ACG. On va rechercher tout type de tumeurs, des tumeurs testiculaires, le PSA. Je n'aurais pas plus rentrer dans le détail, ce n'est pas ma spécialité. Un karyotype, si vous avez un profil un peu qui vous oriente vers un Klinefelter, parce que ça peut passer inaperçu très longtemps. J'ai mis un bilan hépatique, c'est plutôt dans le terrain cirrhose. Et prolactinémie, about one case, mais j'avais un jeune homme comme ça qui présentait une gynécomastie, qui n'avait aucune morphologie particulière, qui s'était senti une boule. À tout hasard, j'avais fait la prolactinémie, et en fait, il avait un adénome hypophysaire, donc il avait été opéré. Donc il faut penser notamment à l'hyperprolactinémie. Alors, l'anapathe, elle est un peu plus spécifique chez l'homme, parce que justement, la glande mammaire est très peu développée. Et on va dire d'un point de vue anatomique, ça ressemblerait un peu au sein, on va dire, infantile de la jeune femme. Puisqu'en fait, il y a très peu de canaux galactophores. C'est pour ça qu'il y a un surtype de cancer qui est représenté, un peu comme la femme. Chez la femme, vous savez qu'il y a une répartition 70% de carcinome canalaire, c'est-à-dire développé à partir des canaux du galactophore, et 15% lobulaire à partir des lobules, après différents types. Donc chez les hommes, il y a essentiellement type canalaire entre 70 et 93%, et la seconde forme, c'est une forme papillaire. Mais les formes dites lobulaires, elles sont quasiment inexistantes chez l'homme, parce que justement, de par la structure particulière. Et très très rarement, on les diagnostique aux formes in situ, puisque les formes in situ, ce sont les diagnostics qui sont essentiellement dus au dépistage sous forme de calcification. Les hommes n'étant pas dans le cas du dépistage, on les détecte très très rarement, puisque c'est rare que cela donne une masse palpable. Alors, d'un point de vue biologique, avant de reparler ensuite du traitement, vous savez que dans le cas du cancer du sein, on a quand même la triade qui existe depuis très nombreuses années de doser les récepteurs aux œstrogènes, les récepteurs à la progestérone et HER2. Globalement, on considère que la réceptivité hormonale est pareille à celle de la femme. On a la même représentativité, on va dire 80% des cancers hormonopositifs, un peu plus positifs aux récepteurs en progestérone. Pour ce qui concerne HER2, les publications sont un peu hétérogènes. Très longtemps, on a dit qu'il y avait une surreprésentation des tumeurs HER2, et en fait, il semblerait que ça ne serait pas le cas, notamment dans des études plus récentes, sous l'égide de l'ORTC. Je vais vous montrer ça un peu plus loin. Et ce seraient des tumeurs qui seraient de plus haut grade et avec une tendance à la prolifération un peu plus importante, donc légèrement plus agressive sous certains aspects que chez les femmes. En fait, c'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, la seule réelle étude récente est faite à l'heure actuelle sous l'égide de l'ORTC, le groupe sein, Fatima Cardozo, qui a lancé une étude qui comporte en fait plusieurs chapitres. La première qui était terminée, elle avait refait une cohorte rétrospective. Il y avait eu plus de 2000 cas initialement inclus, essentiellement européens, un petit peu les USA. Et en fait, ils ont regardé des choses très basiques, quelle histologie, quel grade, et dosé différents récepteurs hormonaux, le KI67. Et en fait, ça a permis de voir que ce sont essentiellement des profils luminal A, c'est-à-dire des grades modérés avec une réceptivité hormonale positive. Et contrairement à la femme, on retrouve finalement très très peu de formes triples négatives.
Triple négatif, chez la femme, ça représente à peu près combien? Si on a dit 5%, on n'a plus le droit de le dire. Donc en général, le deuxième chiffre, c'est... Ouais, j'aurais dit 10%, 12%. Et HER2 négatif, c'est très peu fréquent. Ça représentait moins de 6%. Et chez la femme, c'est à peu près combien? On a dit quoi pour l'instant? On a dit 5, on a dit 10. 15. Voilà. Suivant la série, c'est entre 15 et 25%. Non, mais c'est important de le savoir, d'avoir un peu une idée globale. Voilà, Donc chez les hommes, c'est essentiellement, en théorie, d'un point de vue biologique, des cancers de meilleur pronostic, puisque RH+, HER2-, ils ont tendance à moins récidiver. On va voir que finalement, c'est pas l'algorithme actuel. Donc là, c'était d'autres grandes séries qui reprenaient les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on avait essentiellement, je suis désolée, c'est un peu petit, mais des tumeurs luminales A, c'est-à-dire RH+, HER2-, très peu de HER2, sauf sur une série, mais elle est un peu sujette à caution, et très peu de tumeurs basal-like, c'est-à-dire triple négatif, si ce n'est toujours la même série inférieure. Et ils avaient regardé un peu Ki67, d'autres facteurs de prolifération, qui n'étaient pas par contre exprimés de la même manière si on regardait la colonne de gauche chez les femmes et chez les hommes, et qui en plus n'avaient pas le même impact, même si c'était très élevé, plus élevé chez l'homme, il n'y avait pas nécessairement le même impact en termes de survie. Donc il y a quand même peut-être des petites différences au niveau biologique, mais jusqu'à présent, un peu avant les histoires de génome, de séquençage des tumeurs masculines, et surtout parce qu'elles sont très très peu importantes par pays, il n'y avait pas réellement d'études qui s'y intéressaient. Donc on attend un petit peu de voir ce que va donner l'étude de l'ORTC, puisque là, à l'heure actuelle, ils sont en train de faire du séquençage de ces tumeurs. Et plus tard, ils veulent développer des essais avec éventuellement des histoires de thérapie ciblée spécifique à l'homme. Mais j'avoue que ce sera un petit peu difficile compte tenu du nombre de cas par an, par pays, par institution, par centre référent. Alors, les principes du traitement. Le cancer du sein, globalement, ça commence le plus souvent par de la chirurgie. Est-ce que vous savez, je sors un peu du sujet, mais globalement, combien de patients sont métastatiques quand on fait un diagnostic de cancer du sein? Parce que souvent, elles ont peur. C'est important à savoir. Parce que les dames vont dire, mon Dieu, c'est parti de partout. Comment est-ce qu'il est diagnostiqué le plus souvent le cancer du sein chez la femme? Dépistage. Donc c'est souvent des formes précoces. Alors, quel est le pourcentage de patientes métastatiques dans nos populations occidentales, c'est-à-dire celles pour lesquelles il y a du dépistage? Vous avez dit que vous ne savez pas. Mais oui, mais c'est ça, mais ça marche toujours. 5%, mais voilà, c'est entre 4 et 5%. En fait, on avait fait une petite série entre Curie et Huguenin, enfin une petite série, on avait plus de 3000 patients, et c'est 4% en général dans les populations occidentales. C'est un cancer de très très bon pronostic. C'est pour ça qu'il y a toute la polémique sur est-ce qu'il faut les opérer, est-ce qu'il faut les prendre en charge, puisque ça n'évoluera jamais. Bon, chez les hommes, c'est un peu plus important. Chez les hommes, on estime qu'il y a autant de stades 1-2, c'est-à-dire sans envahissement ganglionnaire ou des stades très limités, que de stades 3 et 4 métastatiques, puisque souvent, ils sont diagnostiqués à un stade plus tardif et avec une atteinte ganglionnaire. Mais globalement, on commence le plus souvent par la chirurgie. Donc la chirurgie chez l'homme, elle est classique, la glande étant très petite. En chirurgie, on décide toujours par rapport à un ratio entre le volume de la tumeur et le volume du contenant, l'organe. Donc la question ne se pose pas chez l'homme, on fait une ablation, quand on parle de cancer, on fait une ablation de la totalité de la glande, pour ce qui comprend aussi la plaque aréolo-mamelonnaire. On fait une mastectomie, comme chez les dames qui ont des gros cancers du sein. On ne va pas faire du néoadjuvant pour essayer de garder le sein, la question ne se pose pas, on fait une mastectomie. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on faisait systématiquement un curage axillaire, parce que le ganglion sentinelle, les études initiales au départ ne s'intéressaient qu'aux dames, mais maintenant c'est validé dans le cadre des référentiels de l'ASCO. On propose un ganglion sentinelle après exploration clinique N0 et radiologique N0 aussi. On peut proposer un ganglion sentinelle, on ne conserve pas la PAM. J'ai mis de manière anecdotique, y a-t-il une place pour un traitement conservateur? Je ne pense pas, sauf si le patient se roule par terre, mais en général, ça ne pose aucun problème aux hommes d'avoir une ablation du sein, ou en tout cas, ils ne le verbalisent pas comme peuvent verbaliser le sein. Alors, je vous ai dit, jusqu'à présent, on faisait du curage axillaire. Maintenant, on propose donc le ganglion sentinelle, c'est validé chez les femmes depuis les années 2000. Depuis 2004, on voit les publications chez les hommes.
Mais quand même, il faut bien se dire qu'il y a un risque très élevé dans toutes les séries d'atteinte métastatique du ganglion sentinelle, dans plus de 50% des cas. Alors vous savez que chez les femmes, il y a beaucoup de phénomènes de désescalade des curages axillaires, des désescalades de chirurgie complémentaire après un ganglion sentinelle métastatique. Donc il y a plein de nomogrammes, de modèles probabilistiques qui ont été développés, mais notamment l'équipe de Curie avait essayé de voir si les nomogrammes qu'on connaissait, notamment essentiellement ceux du MKSCC et celui de Tenon, marchaient. Et en fait, ça marche très mal chez les hommes parce que ce n'est pas les mêmes facteurs pronostiques. Donc ce qui a été mis dans les nomogrammes ne sont pas du tout exportables chez les femmes. Donc à l'heure actuelle, ganglion sentinelle, oui, on propose, mais en cas d'atteinte, on fait systématiquement un curage axillaire dedans, puisque quand même, c'est important le contrôle loco-régional. Alors, une fois qu'on a opéré, alors, il y a le traitement loco-régional, il y a la chirurgie, donc vous avez déjà vu la diapo suivante, c'est la radiothérapie. C'est autant chez la femme, ça se discute, une radiothérapie complémentaire après une ablation du sein, autant chez l'homme, elle est quasiment systématique, puisqu'on est sur des volumes, des surfaces très importantes. Donc on considère qu'il est nécessaire de faire une irradiation pariétale complémentaire. L'irradiation, en revanche, des chaînes ganglionnaires susclaviculaires et mammaires internes va être dépendante de l'atteinte des ganglions axillaires. La chimiothérapie. Il n'y a pas de spécificité par rapport au statut sexuel, que l'on soit homme ou femme. Les indications vont être le fait d'être un homme n'est pas un caractère obligatoire pour faire la chimiothérapie. Les indications vont être les mêmes que chez la femme. Donc ça va être en fonction de la taille de la tumeur, du grade, de l'envahissement ganglionnaire, du fait d'avoir ou pas des métastases. Est-ce que le fait de faire un diagnostic de métastase dans le cadre d'un cancer du sein contre-indique la chirurgie? Si je vous pose la question, c'est non. Pas nécessairement, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du nombre de métastases, ça dépend de l'âge de la patiente, ça dépend de facteurs compassionnels, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, mais c'est vrai qu'il y a très longtemps, on disait cette personne est âgée, donc on décidait de faire le moins de traitements possible, c'est comme ça qu'on a sous-traité plein de gens. Et de même, on disait les patients sont métastatiques et souvent on avait tendance à les sous-traiter. Maintenant, avec l'amélioration des thérapies, le développement de thérapies ciblées, même des patients métastatiques parfois sont opérés, soit avant, soit après. Le plus souvent, si c'est avant les chimiothérapies, il faut vraiment que ce soit polymétastatique ou oligométastatique. Donc les protocoles ne sont pas adaptés de manière spécifique aux hommes. Je parle pour les traitements adjuvants classiques et même pour les traitements dans le cas de métastases, il n'y a pas réellement de spécificité. Je vous ai mis ça, vous le trouverez en ligne. Alors en ligne, pour l'instant, il y a l'ancien Rémagus. C'est ce qui régit un peu nos modes de décision, on va dire en Ile-de-France, et qui sont globalement communs à beaucoup d'institutions. Rémagus pour René Huguenin, Ma pour Marie Curie et Gus pour Gustave Roussy. Donc ça, c'est la version dernière. Je vous ai mis le cas le plus classique, les tumeurs luminales A, c'est-à-dire RH+, HR2-, à partir de 1 cm, là où on se pose des questions de donner des traitements adjuvants. Donc quand ce sont des tumeurs de bas grade, c'est-à-dire bien différenciées, globalement, c'est rare qu'on mette de la chimiothérapie, sauf cas d'atteinte axillaire. Si ce sont des tumeurs de grade 3, c'est chimiothérapie systématique, hormonothérapie, si les récepteurs sont positifs. Et dans ce qu'on appelle grade intermédiaire, c'est-à-dire la zone grise, on ne sait pas trop, on va maintenant proposer assez facilement des tests génomiques, si bien sûr vous avez une plateforme dédiée. Et puisque depuis récemment, c'est en partie pris en charge par nos autorités de tutelle, c'est-à-dire c'est remboursé en partie. De toute façon, je vais laisser diapo si vous voulez les donner. Donc chimiothérapie N+, en fonction de la taille, du grade, hormonothérapie systématique dès que les récepteurs sont positifs. Les récepteurs hormonaux sont positifs à partir de quel cutoff? 10, bravo. Les chimiothérapies pour le cancer du sein, elles sont, attention si je dis des bêtises, elles sont séquentielles et en général c'est une association de FEC d'anthracycline et de taxane. Et on a tendance à moins donner de 5-FU, on donne actuellement plus de EC et taxane. Et alors c'est taxoter, taxol, et nous on est revenu un peu au taxol. Et après il y a d'autres schémas en fonction triple négatif, pas triple négatif, mais globalement, à part de faire des régimes d'os dense, elles sont traitées de la même manière. Pour l'instant on ne met pas trop de carboplatine, des schémas de carboplatine en termes adjuvants chez les triples négatifs.
L'hormonothérapie, très important. Donc, je vous ai dit, dès que les récepteurs hormonaux sont positifs, on propose une hormonothérapie. Chez les hommes, on a dit que les tumeurs sont la plupart du temps à récepteurs hormonaux positifs. Dès qu'il y a un des deux récepteurs qui est positif, même si RE est négatif mais que RP est positif, on met une hormonothérapie. Ça peut être discuté dans certains pays, mais chez nous, on fait comme ça. Et le traitement qui est systématique chez l'homme, c'est le tamoxifène. En première intention, les anti-aromatases, vous savez que chez la femme, ça a montré leur supériorité par rapport au tamoxifène en termes de diminution du risque de récidive locale, de protection au niveau général, d'amélioration de la survie. En revanche, les études chez l'homme ont montré une moindre efficacité. Alors il y a plusieurs schémas qui ont été faits, soit les anti-aromatases soit associés à des analogues de GnRH, et finalement les analogues n'apportaient rien de plus. Donc à l'heure actuelle, sauf contre-indication majeure, c'est du tamoxifène que l'on donne. Là, c'est un petit algorithme que j'ai trouvé dans une petite revue qui reprend un peu ce qu'on a dit. C'est à peu près pareil que chez les dames. Soit on peut opérer, on va dans la chirurgie, soit c'est pas opérable parce que c'est fixé, c'est rétracté, il y a plein de doses d'hyperméation. On fera un traitement pré-op, soit chimiothérapie toute seule, soit radiochimiothérapie. Et ensuite, après la chirurgie ou pas, on va faire des thérapies adjuvantes en fonction de la réceptivité hormonale, la chimiothérapie. Si on a HER2 surexprimé ou amplifié, on va rajouter du trastuzumab. Et si ce n'est pas opérable, on fera que des traitements locaux à base de radiothérapie. Et ensuite, tout ça, c'est dans le cadre de métastases. Là, ça sort un peu de mon cadre, mais bien sûr, quand elles sont métastatiques osseuses, on rajoutera des biphosphonates. L'évolution du pronostic, ça touche à la fin. Donc, globalement, sur les anciennes séries, on avait tendance à dire que le pronostic était plus mauvais que chez la femme. C'était surtout parce que le diagnostic était plus souvent tardif que chez la femme, mais avec l'amélioration de la prise en charge, la meilleure connaissance de la maladie, globalement, indépendamment du stade, les hommes commencent à réavoir une survie qui est comparable à celle des femmes. Dans les séries américaines, toujours pareil, il va y avoir le rôle de l'ethnie, les races noires ont tendance à avoir une plus mauvaise survie, et une étude un peu anecdotique récemment qui avait noté que le statut marital pouvait jouer sur le stade, la survie. Les hommes non mariés, célibataires, avaient tendance à consulter plus tard, à ne pas se faire traiter, à sous-estimer la maladie, que les hommes mariés. Voilà. C'est un message, beaucoup de femmes attendent un mari. Voilà. La survie, elle est globalement bonne. Pour les stades localisés, 96% à 5 ans, c'est pareil que chez la femme. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le stade, la survie est moins bonne. Ce qui est très important, voilà, de manière spécifique chez les hommes, ils ont le plus souvent beaucoup plus de comorbidités associées à leur cancer du sein. Et ils ont un risque de 40% de mourir d'une autre cause et de 20% de mourir d'un autre cancer. Car le premier cancer chez l'homme, c'est... J'en ai aucune idée. C'est la prostate, je ne suis pas sûre, hein, c'est le poumon. Le premier cancer chez l'homme ? Ah si, c'est la prostate. C'est la prostate, ah, bah, je savais, j'en avais aucune idée. Le premier cancer de l'humanité, très cher. C'est vrai, hein. Mais le PSA sert-il à quelque chose? Non, je plaisante. Alors en conclusion, le cancer du sein chez l'homme est peu fréquent mais non rare, c'est une maxime bretonne. Il y a quand même quelques différences avec le cancer de la femme. Je ne suis pas rentrée dans le détail parce que c'est quand même des choses sur des sous-populations, des petits effectifs, mais chez les patients mutés BRCA2, on se rend compte qu'il y a quand même des différences d'expression sur les SNP. Quelques différences en fonction de certains MIRM qui sont moins exprimées. C'est essentiellement des formes luminales A. On n'a quasiment pas de triple négatif. Et le message, l'hormonothérapie, les anti-aromatases ne marchent pas bien chez l'homme. Donc c'est le tamoxifène pour l'hormonothérapie. Merci. Voilà, on pourrait dire qu'une gynécologue vous a parlé du cancer du sein chez l'homme. Reste sur tes Oui, questions, non. Tu préfères te sauver? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez retenu 5%, 10%, 15%. Non, bon, c'est pas très fréquent. Globalement, il n'y a pas de spécificité en termes de traitement. Et voilà, c'est mastectomie, le plus souvent chimio, hormonaux, tamoxifène, mutation BRCA2, très important. Et ensuite, alors j'ai pas parlé, mais vous en parlerez, parce que parfois donc, les hommes ont les deux, cancer du sein et de la prostate. Et je sais que ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez faire une castration, de manière importante, vérifier de ne pas faire augmenter le taux d'hyperœstrogène. Mais bon, voilà, c'est plus ma spécialité, donc oui. Il y a certains cancers du sein chez la femme qui expriment des récepteurs aux androgènes. Absolument.
Alors on les dose chez les hommes, oui. Je n'ai pas trop détaillé parce que c'est pas rapporté beaucoup, comme c'est pas fait d'un point de vue fréquent. Alors à Gustave Roussy, on commence à le faire parce qu'en fait une de nos anapathes qui est arrivée est très intéressée par le récepteur aux androgènes, mais c'est vrai que d'un point de vue traitement, on n'en fait pour l'instant pas grand-chose. On s'en sert pas en pratique, on reste quand même basique sur la triade RER-PHER2. Mais c'est pas, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité des récepteurs aux androgènes chez l'homme. Mais là, je dis peut-être des bêtises. 5%. Ok. Bon. Bon, on passe.